À l'occasion du 50e congrès de l'Union locale CGT de la Seine, pourquoi as-tu voulu faire un historique? Personnellement, déjà, moi j'ai pas connu la période des chantiers, qui a quand même été une période importante dans l'histoire sociale de la ville. Je pense que je suis pas le seul. Les chantiers ils sont fermés maintenant depuis un quart de siècle. Il me paraissait important. On ait un regard quand même sur l'histoire pour mieux comprendre les choses et mieux construire l'avenir. On ne part pas de rien. On a une histoire qui a été ce qu'elle a été. Il faut qu'on s'appuie sur elle pour pouvoir définir notre action syndicale pour les mois et les années à venir. Je pense que c'est vrai pour le syndicalisme comme c'est vrai pour tout le monde. Le siège de l'Union locale CGT de la Seine et Ouest-Var est actuellement la Bourse du Travail, un bâtiment mis à la disposition des syndicats de salariés depuis 1903. Notre ville n'avait pas attendu cette création pour entamer des luttes qui donneront à la cité une histoire mouvementée et riche sur le plan social, syndical et politique. Histoire marquée évidemment par la présence de chantiers de construction navale, et c'est dans les chantiers navals que, dès 1872, une grève éclate, suivie par 600 ouvriers sur 1300, grève victorieuse avec paiement des jours de grève, succès d'autant plus remarquable que les syndicats étaient illégaux. Il faut attendre la loi du 21 mars 1884 pour que les syndicats soient enfin autorisés. Dans la foulée, se créent les bourses du travail qui vont se multiplier et vont donner naissance en 1892 à la Fédération des bourses du travail. En 1895, création de la CGT au congrès de Limoges. Donc, en 1903, inauguration de la Bourse du travail de la Seine. C'est grâce aux cours d'instruction qui y seront donnés par les syndicats que de nombreux ouvriers apprendront à lire et à écrire. Et évidemment, elle abritera les congrès, les meetings et les rassemblements syndicaux lors des conflits qui vont marquer l'histoire sociale de la Seine. 1913. Le secrétaire de la Bourse est Sabatini, ouvrier des chantiers, natif de Pérouse en Italie. 1914. Jean Jaurès, quelques semaines avant son assassinat, participa à un meeting contre la guerre. La guerre va voir la direction de la CGT de l'époque participer à l'Union sacrée. Mais dès la fin de la guerre, les conflits reprennent. 10 juin, 28 juillet 1919, la longue grève pour les salaires aux forges et chantiers de la Méditerranée de la Seine se termine par un échec et le licenciement des meneurs. Nos souvenirs d'enfance nous ramènent souvent aux grandes grèves de 1919 et 1920, aux soupes populaires distribuées chaque jour devant la Bourse du Travail à des centaines de nos ouvriers des forges et chantiers. Du même jeune Seinois qui a 10 ans à l'époque. Un soir de 1920, mon grand-père est arrivé tout drôle à la maison. Pas de rire, pas de blagues, pas de chansonnettes. Un long conciliabule avec mes parents, avec quelques voisins, des exclamations étouffées, une colère calme. Grand-père était parmi ces ouvriers des FCM ayant atteint l'âge de 65 ans dans l'année. 65 ans, l'âge fatidique du licenciement brutal, pur et simple, sans retraite, sans allocation, sans indemnité. Grand-père avait débuté au FCM à l'âge de 10 ans, comme apprenti. Après 55 ans de service, de travail dans cette entreprise, voilà la reconnaissance. Rien, absolument rien, sinon la misère pour les vieux jours. À partir de 1921, la scission entre révolutionnaires et réformistes va diviser la CGT en deux, CGT et CGT-U, et affaiblir le mouvement syndical. Il faudra attendre le 2 mars 1936 pour voir la réunification après les journées des 6, 9 et 12 février 1934 et la menace d'un coup d'État fasciste. La même année, c'est le Front populaire et une immense vague de grève qui secoue le pays et la Seine. Marius Autran. Dès le 30 mai 1936, les syndicats confédérés et unitaires créèrent le syndicat unifié des métaux, fort de 300 membres et dont le secrétaire fut Léon Marie. Dans les directions syndicales d'alors, on trouve des travailleurs dont le nom restera attaché au syndicalisme varois. Couret, électricien, Vanucci, chaudronnier, Giovannini, soudeur, Reverdito, maçon. 14 juillet 1936, le quai Saturnin Fabre va défiler ce jour-là des milliers de Sénoises et de Sénois enthousiastes. Jamais le port de la Seine n'avait connu une foule aussi dense venue de tous les milieux sociaux.
Ouvriers, artisans, commerçants, enseignants, représentants des partis politiques républicains, des syndicats, des associations d'anciens combattants. Tout ce peuple enthousiaste se pressait vers la place des Esplageoles. On estima à 10 000 le nombre de participants sénois. Cela ne va pas durer. Le grand patronat veut prendre sa revanche et va profiter de la guerre pour le faire. Guerre précédée d'un coup d'État en Espagne, le secrétaire adjoint de la Bourse du Travail, Jacques Casanova, y trouvera la mort dans les brigades internationales. La guerre qui éclate en 1939 voit la déroute de l'armée française, la capitulation, la partition de la France en zones occupées et zones non occupées, et la mise en place de l'État français avec à sa tête Pétain et une clique de collaborateurs représentant direct des grands patrons. Le 19 novembre 1940, la CGT et la CFTC sont dissoutes par Pétain. En novembre 1942, la zone non occupée est envahie. Les nazis veulent mettre la main sur la flotte française qui se saborde et sur les chantiers de la Seine. La résistance s'organise de suite. En 1943, la CGT se réunifie à nouveau clandestinement. Dans le Var, c'est Jo Besson qui dirige le triangle clandestin de l'Union départementale. À la Seine, il y a une grève le 10 novembre 1943, puis une autre le 21 mars 1944. Rappelons qu'à cette époque, les grévistes et les dirigeants risquent la déportation ou la mort. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Et c'est devant la Bourse du Travail que le 26 août 1944, les FTP seinois vont faire leur jonction avec des tirailleurs sénégalais venus libérer la ville. Connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines. La libération, c'est la mise en place du programme du Conseil national de la résistance, conseil où participait la CGT, création de la sécurité sociale, mise en place des systèmes de retraite par répartition, mise en place d'un vaste secteur public. Tout ce qui est remis en cause aujourd'hui. Il s'agit donc de reconstruire le pays. C'est sans doute pour cela que l'on peut lire sur les cartes CGT de l'époque: Chaque syndiqué a pour devoir, professionnellement, d'être le meilleur sur le chantier, à l'atelier, au bureau. Mais à nouveau, cela ne va pas durer. Suite au plan Marshall, suite au traité de Yalta, le mouvement syndical est à nouveau divisé. Malgré la division, de nombreuses luttes auront lieu à la Seine, en particulier au chantier naval, menacé de fermeture. Rappelons qu'au chantier naval, la CGT représente 80% des voix et que la municipalité est dirigée par des communistes. Où malheureusement, programmé par un plan de fermeture mis en place par le gouvernement de l'époque, les chantiers de la Seine vont être rayés de la carte des constructeurs de l'avion. Pendant les années qui précèdent, autant vous dire que de nombreuses grèves et manifestations vont se poursuivre, soutenues par l'ensemble de la population libérée et la municipalité de Toussaint. Cela va finir par payer, car en cette année 1966, les forges du chantier méditerranéen, vouées à la destruction, sont repris par un groupe franco-belge, le groupe Erlich. Il va falloir attendre mai 1968 pour retrouver, sinon l'unité, au moins l'unité d'action. À cette époque, à la Seine, c'est René Aurus qui est secrétaire de l'Union locale. Ma carrière syndicale a débuté en 1944, où j'étais mineur. Jusqu'à 1958, j'ai été mineur. Secrétaire du syndicat CGT. Après, j'ai quitté la mine, je suis allé à Firminy dans la Loire. Et puis après, je suis venu à la Seine. Et là, de nouveau, évidemment, ils m'ont capté. Le secrétaire du syndicat était âgé. J'ai pris la direction du syndicat et secrétaire de l'union locale de 1967 à 1975.
Ah, c'est bien. Oui, à l'époque où tu étais secrétaire, qu'est-ce qu'il y avait comme gros syndicat à la Seine qui... Les cheminots, l'hôpital, les PTT, les COP, la Provençale, Ergis, les livres, les HLM, Ciel, les Cars étoiles, SAMIC, EDF et Mairie. Les 13 syndicats qui versaient leurs cotisations à l'union locale. Les réunions se faisaient tous les lundis avec un représentant de tous les syndicats. Tous les lundis. Tu te rappelles à peu près le nombre d'adhérents qu'il y avait sur la Seine, la CGT? Voilà. Il y avait... Il y avait plusieurs milliers. Pio. Et pour moi, alors, il y a 1968, évidemment, Oui, voilà. la grosse... Tu étais secrétaire de l'Union locale en mai 68. La grève générale qui est partie du 20 mai au jeudi 6 juin. 6 juin. Alors tous les jours, il y avait permanence à l'Union locale et réunion de toutes les entreprises, nombreux meetings à la bourse. Ouais. Nombreux meetings. Mais à la Seine, en 68, toutes les entreprises étaient en grève, même les petites. Oui, à partir de ça, là, tout a été... Tout a été en grève, sauf la Ergis, c'est-à-dire et puis l'Union locale pour le prud'homme. Ouais. Souvent, autrefois, on a amené des gars au prud'homme avec un camarade PES qui s'était chargé de la défense des prud'hommes, et certains pour les non-licenciements, et beaucoup d'autres pour obtenir l'argent qui leur était dû. Oui, il y avait déjà des permanences juridiques à l'Union locale. Ah oui, avec les camarades PS, moi j'y étais. Tous les soirs, pendant tous ces temps-là, tous les soirs à 18h, j'allais à la bourse du travail. C'est bien. À la bourse du travail. Il faut dire aussi que pendant cette période, l'Union locale a soutenu par ses écrits et sa présence les nombreuses grèves qui ont eu lieu dans toutes les entreprises. En particulier à la SAMIC avec Bogereau. Ouais. Il y a eu une drôle de... Il y avait une entreprise de peinture et de carénage qui travaillait en sous-traitance pour les chantiers. On avait déjà ce qu'on appelait les piqueurs de rouille à l'époque. Ces gens-là, lorsqu'ils tapaient, ils faisaient un nuage de poussière de rouille autour d'eux. Et ils faisaient du bruit. Petit à petit, ces gens-là, on les a fait travailler en hors-cloche. On appelait ça hors-cloche, c'est-à-dire en dehors des heures de la cloche, c'est-à-dire du temps du travail des autres. Des gens des chantiers, alors les gens des chantiers, ils travaillaient. Alors, à l'époque, c'était 48 heures par semaine. Et donc tout le reste, c'était réservé à la SAMIC. Donc j'expliquais, avec le marteau-piqueur, il tapait tout des points, pour que la rouille éclate. Après, il brossait derrière. Et tout de suite, il fallait passer l'anti-rouille, parce que la rouille revient tout de suite. Et l'anti-rouille, c'était des peintures au plomb, et puis après au zinc. Toutes les peintures qui sont interdites aujourd'hui. Et que ces gens-là respiraient, sans aucune protection. Ils n'avaient pas quelque chose dessus sur la figure? Je ne voyais pas parce qu'ils travaillaient en dehors de chez nous, mais ils n'avaient rien pratiquement. Et il y a des Sénégalais qui sont venus, c'était les Mendy et les Gomis, qui venaient ici. On a organisé un petit peu la bataille. Ces gens qui sont partis en grève pour de meilleures conditions de travail. Il fait partie de Bogereau qui était dedans, qui est venu nous alerter. C'est pas alerter puisqu'on le savait. Ça. Ce sont des choses que l'on voit sans les voir. Alors, le syndicat, il essayait d'entrer là-dedans pour organiser, on appelait à la grève, qu'à partir du moment où on a senti que les conditions étaient réalisées pour que les gens fassent grève. Nous, on lançait une grève que quand on sentait que c'était possible. C'était la dignité, plus de salaire et de meilleures conditions de travail. Mais moi, je pense que c'était la dignité. Il m'a mis encore la boule que j'y pense. Pourquoi vous dites la dignité? Parce que c'était pas dans les mœurs encore de défendre ces gens. Comme la génération d'avant, les macaronis ou les barbis, les piantos. On a occupé les locaux de l'Assemblée là-bas. Les gens n'allaient plus travailler. Donc, ils dormaient dans leurs locaux, en fait, à tour de rôle. Moi, j'étais resté
une permanence, occupation. comme une occupation, voilà. Ils dormaient, on a organisé, bon, la mairie a apporté des repas froids, on a fait des collectes avec les gens des salins, de hier, les maraîchers qui avaient encore alentour, qui venaient apporter du poisson, des légumes. Oui, parce que je me souviens à la Bourse du Travail, là, on avait fait une assemblée où ça a été l'assemblée. J'ai pas connu d'assemblée où il y a eu un tel enthousiasme des travailleurs. Mais là que j'expliquais ce qu'ils avaient gagné, mais ils applaudissaient à craquer, c'était incroyable. On ne pouvait pas dire, on n'avait pas fini une phrase qu'ils comprenaient. Après ils comprenaient tout, c'était incroyable. De 1975 à 1980, le secrétaire de l'Union locale sera Joseph Grimaud. 1977, grève de 36 jours à Mammouth, aujourd'hui Auchan. Presque que des femmes, la solidarité masculine sera sans faille et les délégations incessantes. Témoignage. On fermait quand il n'y avait plus de clients, et ça pouvait être à une heure vraiment avancée de la nuit. La fermeture à 22 heures fait partie des acquis de cette grève mémorable. 1983. Changement de municipalité. Après plus de 40 ans de mairie de gauche à majorité communiste, c'est la droite qui prend la mairie. Vous resterez, monsieur Scaglia, l'élu de la 32e urne aux pérégrinations coûteuses. Dans ces conditions, peut-on parler de victoire ou plutôt de violation du suffrage universel? 1987, conflit des 81. Sans doute la plus grande victoire syndicale sur la Seine. Donc, je m'appelle Cinco et Jean-Claude, je fais partie de l'Union locale de la Seine et je travaille au Conseil général du Var. Tu es également un de ceux qu'on appelle les 81, un des conflits qui a marqué l'histoire sénoise. Donc, c'est en prenant le travail le matin à 5h30 que nous apprenons par voie de presse que le service du nettoiement et ordures ménagères et services propres allait être privatisé. C'était le 1er juillet 1987. Nous avons occupé donc la mairie annexe pendant un mois avant de nous faire déloger par le CRS. Puis cela a duré jusqu'à ce que nous soyons licenciés. Donc nous avons reçu la lettre de licenciement le 1er décembre 1987. Aussitôt, avec tout le personnel, nous occupons le Kéoche avec des caravanes pendant un bon mois, également avant de nous faire déloger par les CRS. Une fois de plus Une fois de plus. Donc la fin du conflit interviendra début 1989, où nous passions au tribunal administratif. Le tribunal donc dit que nous ne pouvions pas être licenciés, que nous sommes donc reversés au centre de gestion. Et notre affaire fait jurisprudence, on ne peut pas licencier un fonctionnaire donc. Quels sont vos rapports avec l'union locale, l'union départementale? L'union locale, la Seine et l'UD ont toujours été à nos côtés pendant tout le conflit, pour nous guider et même nous donner des conseils. Voilà. Quels sont les souvenirs qui t'ont le plus marqué? Oui, je me souviens d'une manifestation pour notre soutien, celle du 8 avril 1988, où on a réuni sur la Seine plus de 20 000 personnes. C'était très 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 émouvant. On était monté sur le podium, tout le monde pleurait. Voilà. Une fois que vous êtes reversé au centre de gestion, vous êtes payé, si j'ose dire, à rien faire, et vous continuez la lutte. Voilà, oui, c'est ce qu'on s'est dit, bien sûr. On s'est dit qu'on n'était payé à rien faire, qu'il fallait faire quelque chose. Il n'y avait pas de forestiers sapeurs dans la Var, et avec les syndicats, nous avons lancé cette idée. Ça a été encore une longue lutte auprès du Conseil général du Var. Et après quelques mois de bataille, nous avons intégré donc le 1er juillet 1990 le Conseil général du Var. Ce qui a permis également de créer 3 bases, donc une sur Signes, Brignoles et Pignan, et d'embaucher de 50 personnes, plus 25 licenciés dans la mairie de la Seine. 1989, fermeture des chantiers. Une catastrophe pour la ville et évidemment pour le syndicalisme de lutte. D'autant que les syndicats ont été chassés de la bourse au prétexte du manque de sécurité. Les chantiers sont rasés très vite. En fait, il s'agit d'effacer de la mémoire collective toute trace de lutte. Les ouvriers, il n'y en a jamais eu. Il en reste qu'on les disperse dans des zones lointaines, des ZAG, des I, des ZIG et des ZAG. Des syndicats, il n'y en aura plus.
comme mettre les derniers pots rouges dans une réserve rue Bossier comme des Apaches, comme nous donnent des touristes, de l'herbe verte et des immeubles. Je suis arrivé dans le département en 82, affecté au centre des impôts de la Seine. C'est l'année où j'ai adhéré à la CGT. J'ai pris contact avec l'union locale CGT de la Seine, mais dans une période qui était un peu délicate, puisque à la fois les forces CGT sur le territoire étaient en forte baisse depuis la fermeture des chantiers, et en plus on avait subi la droite qui avait chassé la CGT de la Bourse du Travail et réinstallé la CGT dans un placard, si on peut dire, dans un coin perdu de la ville, rue Bossier, qui était fort agréable mais qui était bien loin des salariés. Quand tu arrives rue Bossier à l'Union locale, sur la Seine, c'est un peu le désert. Pour la CGT, oui, c'est un peu, au moins de manière interprofessionnelle. Il n'y a plus de direction duel. On a fonctionné dans un premier temps en collectif et à l'époque, on comptabilisait sur le territoire 600 adhérents. Ce collectif, bon an mal an, a mené une activité. Alors, sur un tissu économique qui était complètement modifié. On a collectivement appris à travailler de manière interprofessionnelle et progressivement on a reconquis un peu de terrain, alors certes pas autant qu'auparavant, puisque les conditions sont complètement différentes aujourd'hui. En termes d'emploi, on a autant d'emplois, même plus qu'à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, si on prend la plus grosse zone d'entreprise de la localité, la zone des Plailles, il y a près de 1000 entreprises et 10 000 salariés, ce qui fait une moyenne d'à peu près donc 10 salariés par entreprise. Un travail de fourmi qu'on a réalisé et qui aujourd'hui nous amène à une CGT qui est sans doute plus diverse qu'à l'époque. On a beaucoup de syndiqués qu'on appelle aujourd'hui des syndiqués isolés. Et ça fait d'ailleurs l'objet du débat du Congrès. Comment organiser les syndiqués isolés, comment faire en sorte d'adapter l'outil syndical finalement au tissu économique pour que le rapport de force s'exerce. La situation, elle a évolué positivement malgré tout, puisqu'on est aujourd'hui pratiquement 1500 adhérents. On est en progression constante depuis au moins 3 congrès. On vient de faire un score en 2008, on fait 37% des voix. Donc c'est un score qui est en progression constante là aussi, même par rapport à 2002. Et combien dans l'avenir? Je pense que effectivement la CGT est une force aussi bien sur la localité que dans le département et qu'au niveau national. Les médias essaient de minimiser les syndicats. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de mettre 2,5 millions de personnes dans les rues à part les syndicats. Et notamment avec un rôle actif de la CGT. C'est vrai aussi sur la Seine, sur l'avenir de la ville, sur l'aménagement du territoire, etc. On a notre mot à dire et quand on peut, on le dit. La CGT porte à la fois effectivement un siècle d'histoire et en même temps elle porte aujourd'hui des propositions novatrices. Je crois que le syndicalisme de la CGT aujourd'hui c'est ça, c'est porter des propositions novatrices mais pour donner des perspectives aux jeunes et aux salariés de manière générale et pour, comme disait la chanson, pour rêver d'un autre monde, quoi.